Je vais très brièvement vous présenter François Berdugo et Gabriel Girard et vous dire et redire quand même que je trouvais vraiment très important qu'on les accueille pour la parution de leur livre « La fin du sida est-elle possible ?» La fin du sida, elle est techniquement à portée de main. En revanche, pour cette possibilité devienne une réalité, ça va supposer quand même pas mal de mobilisation politique au sens large, y compris de la part des chercheurs. Et du coup, même si on est peu nombreux, je pense qu'on aura pas mal d'échanges possibles autour de ça. Alors, François et Gabriel, sont tous les deux des chercheurs, mais qui sont aussi des militants associatifs, dans des associations qui combinent la promotion de la santé, mais aussi et conjointement celle des libertés individuelles. Alors François militait plutôt du côté d'ACT UP, Gabriel plutôt du côté de AIDE, mais voilà, en tout cas, sont tous les deux des artisans d'une articulation entre santé, démocratie, et entre recherche et expérience, donc avec des parcours, me semble-t-il, assez typiques de ce qu'a beaucoup porté la lutte contre le sida, et avec une rupture des étanchéités qui étaient auparavant un peu plus rigides entre recherche, activisme, politique publique. Et donc, comme indiqué dans l'invitation que vous avez sans doute lue, l'ouvrage n'est pas un livre de théorie sociologique ou de sciences politiques, c'est pas non plus les résultats d'une recherche spécifique qu'ils auraient menée récemment, mais c'est un livre qui mobilise quand même de façon assez originale les recherches produites sur l'épidémie et qui propose toute une série d'outils théoriques et méthodologiques SHS pour saisir cet objet au long cours, avec une épidémie qui a plus de 35 ans maintenant, de la réinscrire dans une démarche socio-historique et de vraiment d'en capter les enjeux contemporains. Et de ce point de vue-là, indéniablement, ça comble un vide, parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur le VIH, on est bien d'accord, mais il y en a eu moins d'abord depuis ces 15 dernières années, et puis ce long regard rétrospectif et pour nous armer un petit peu face aux questions posées aujourd'hui par l'épidémie, eh bien, je pense que votre livre nous offre des outils pour ça. Donc, outre le fait qu'on a eu le plaisir de travailler avec François, le HESP, et que Gabriel a engagé sa formation ici à Rennes, sous la direction de Marcel d'ailleurs, Marcel Calvez, l'ouvrage, il intéresse aussi beaucoup, me semble-t-il, le laboratoire à Rennes, d'une part sur le volet des mouvements sociaux, parce que l'épidémie VIH, elle a marqué un tournant en plaçant un peu de manière inédite, en tout cas par sa vitalité, la santé au cœur des mobilisations, en impulsant des nouvelles modalités d'engagement militant. Et puis, encore une fois, sur le volet de la santé, c'est 35 millions de morts, plus de 35 millions de personnes qui vivent encore avec le VIH aujourd'hui, avec un monde biomédical qui a été quand même beaucoup transformé par cette épidémie, des gouvernances des institutions de santé qui ont été obligées de changer également. Et comme je le disais tout à l'heure, mais tant pis, je le répète, encore une fois, si la fin du sida est techniquement possible, il va falloir très certainement des mobilisations assez intenses pour qu'elles deviennent une réalité. Alors, je vais laisser la parole aux auteurs, et puis ensuite, ils seront discutés successivement. Je ne sais pas dans quel ordre, après tout, c'est comme vous voulez, mais en tout cas par Marcel Calvez de Rennes 2, et puis par Gaël Krikorian, qui est également sociologue, mais à l'IRIS. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour d'abord à toutes et à tous, et merci de votre présence.
Alors merci à Rennes et à Sylvie Olitro, merci à l'EHESP, merci à Emmanuel d'avoir organisé cette session et puis à nos deux discutants. Je m'appelle François Berdugo et voici Gabriel Girard. Donc on va effectivement faire deux présentations d'une quinzaine de minutes pour ensuite ouvrir une discussion. Alors c'est un grand plaisir pour nous d'être là. On s'est rendu compte ce matin que c'est à Rennes qu'on s'est rencontrés pour la première fois en 2004. Donc c'est un peu un retour d'une manière ou d'une autre à l'origine de cette amitié et de cette complicité intellectuelle. Alors d'abord pourquoi poser cette question? C'est-à-dire si le titre du livre n'est pas exactement celui que nous avions proposé à l'éditeur, il n'empêche que nous avons voulu effectivement nous interroger sur cette expression, la fin du sida, à laquelle il est difficile d'échapper quand on fréquente les arènes de lutte contre cette épidémie depuis les 5 dernières années. C'est-à-dire c'est une expression qui est utilisée, reprise dans toutes les enceintes internationales, voire même nationales, depuis 5 ans. Et donc c'est une espèce de slogan qui fait consensus au plan mondial, qui a une dimension spectaculaire dans la mesure où, pour nous qui sommes engagés donc, depuis le début des années 2000, eh bien, c'est une notion qu'on ne manipulait pas, entre guillemets, il y a ne serait-ce que 10 ans, dans les arènes à la fois militantes, scientifiques, etc. Et ce slogan dessine à la fois un horizon de mobilisation pour les individus, pour les gouvernants, pour les institutions, une promesse de santé publique, bien sûr, après 35 ans d'épidémie, et aussi ce que nous appelons un vaste chantier d'intervention biomédicale. Alors, il se cache, ou en tout cas ce slogan, cette expression, raconte tout un tas d'éléments, et elle se trouve être polysémique et politiquement malléable. C'est ce qu'on va essayer de dérouler devant vous et de discuter avec vous. C'est précisément pour ça que ça nous a semblé utile de partir de cette expression, de ce slogan, pour faire effectivement une analyse socio-historique des évolutions des 15-20 dernières années. J'y reviendrai. Et notamment de se demander à quoi cette expression fait écran, à quoi ce que ce slogan cache, ou en tout cas ce qu'il ne dit pas. Et finalement, ce que nous avons voulu, c'est ouvrir la boîte noire, ce que nous appelons la boîte noire de l'expression. Donc finalement, de quoi on parle et qu'est-ce que, d'un point de vue matériel, je dirais, concret, ça nous raconte? D'abord, le constat que nous faisons, c'est que cette expression et cet horizon, c'est la conséquence différée du tournant majeur qu'a connu le cours de l'épidémie, enfin de la maladie en tout cas, en 1996 dans les pays riches, avec l'introduction d'une nouvelle classe de molécules, les antiprotéases, qui sont venues constituer des combinaisons thérapeutiques efficaces qui ont sauvé la vie d'un grand nombre de personnes dans les pays dans lesquels elles étaient disponibles. Et que finalement, ce que nous vivons aujourd'hui est la prolongation de ce changement, voilà, de cette rupture. Dans un contexte, évidemment, qui n'est pas anodin face à une maladie infectieuse, de l'absence de vaccins. Ce qui reste un horizon de recherche tout à fait enfin, au premier plan, à l'échelle mondiale, notamment en France, mais pas seulement, qui constitue la toile de fond scientifique, thérapeutique, sur laquelle s'articule malgré tout cet horizon. Pourquoi? Parce que ce moment de rupture 1996 a ouvert des débats importants qui ont trouvé leur prolongation dans les années qui ont suivi et encore aujourd'hui dans deux directions. La première direction, c'est celle du dépistage, avec, lors que ces molécules efficaces ont été disponibles, un certain nombre d'acteurs, du soin en particulier, mais de la santé publique aussi, ont mis l'accent sur le dépistage en disant désormais nous avons les moyens de sauver des vies,
Donc il n'est pas acceptable de laisser des personnes non dépistées, ce qui constitue une perte de chance pour elles, mais aussi parce que dès ce moment-là, on avait démontré l'efficacité préventive des antirétroviraux dans la transmission de la mère à l'enfant. Et donc, il fallait mettre l'accent sur le dépistage, donc promouvoir une politique beaucoup plus volontariste dans un contexte où ce qui avait prévalu jusque-là était en rupture avec un certain traitement des maladies infectieuses d'un point de vue plus traditionnel de santé publique, un accent mis sur la protection des intérêts des personnes, le consentement et le dépistage libre et volontaire. Donc là, l'accent est mis. Et le pendant de cette volonté, c'est un souhait de normaliser à l'échelle des sociétés le virus et surtout la vie avec. C'est-à-dire que pour finalement mener à bien cette stratégie de dépistage élargie et plus volontariste, il fallait, disaient les auteurs que nous citons, abaisser le niveau de stigmatisation attaché à ce virus et à la vie avec. Donc ça, c'est le premier tournant qui est pris dans la foulée de 1996 et qui a produit des effets à l'échelle mondiale dans la décennie qui a suivi, avec une refonte des stratégies de dépistage au plan mondial dans les pays. En France, en 2006, donc 10 ans après, sont mises en chantier des nouvelles recommandations. Et puis, le deuxième mouvement des 20 dernières années, c'est l'apparition, donc dans le contexte d'absence d'un vaccin, disons l'apparition ou la découverte du caractère préventif des traitements antirétroviraux. Je l'ai dit, c'était déjà le cas pour la prévention de la transmission mère-enfant, mais la nouveauté suivante, je dirais, au milieu des années 2000, c'est de se rendre compte que une personne séropositive qui prend un traitement de façon efficace, durablement, ne transmet plus le VIH à ses partenaires. Donc évidemment, c'est une rupture, une nouvelle rupture dans la perception de l'impact de cette infection sur les individus, bien sûr, mais vous comprenez bien que dans le contexte d'absence de vaccin, le relief pris par cette découverte en termes de santé publique est évidemment très important. Parce que s'il n'y a pas à proprement parler de cohérence entre les deux mouvements dépistage puis traitement comme prévention, finalement il dessine une logique nouvelle. On est désormais capable de contrôler l'épidémie. Ce qui est, pour le coup, ce qui était dans la tête des acteurs depuis son début, en tout cas depuis donc, les années 80, mais évidemment, autour de cet enjeu de traitement comme prévention, peut s'articuler une logique nouvelle, qui est d'ailleurs modélisée à l'échelle internationale par l'OMS, qui donc prévoit qu'avec une politique universelle d'accès au dépistage et aux traitements antirétroviraux, finalement, on va pouvoir briser la dynamique de transmission, casser l'incidence du virus à échelle de quelques décennies. Et donc rechercher un impact en population. C'est là finalement que une des questions de la décennie 2000, c'est le glissement de ce qu'on avait appelé un traitement exceptionnaliste, en tout cas exceptionnel, autour d'une expression, l'exceptionnalisme SIDA, vers un traitement plus classique de contrôle d'une maladie infectieuse, qui donc là peut s'articuler sur la diffusion de traitements aux personnes infectées, vivant avec. Donc évidemment, ça change le paradigme général de ce que les institutions appellent la riposte à l'épidémie. Et puis, ça provoque aussi une nouveauté qui est un rapprochement entre la question des soins et la question de la prévention, qui avait été jusque-là des mondes relativement séparés, qui en tout cas se parlaient peu et se rencontraient peu. Et puis, dernier étage de la fusée, c'est que
Constatant ces évolutions, finalement, un alignement progressif des stratégies au niveau mondial se dessine. Au début des années 2000, quand nous avons commencé à militer, ce n'était pas du tout le cas. Les traitements, la phrase qui circulait beaucoup, c'était « les traitements sont au nord, les malades sont au sud ». Au début des années 2000, il y avait à peu près 300 000, 500 000 personnes qui avaient accès aux antirétroviraux dans les pays en développement. En 2018, nous sommes arrivés à 20 millions de personnes. Donc la progression est spectaculaire, et donc avec la disponibilité croissante des antirétroviraux, qui n'est pas du tout universelle aujourd'hui encore, plus ces nouvelles stratégies, un alignement progressif au niveau mondial s'articule dans la décennie qui vient de s'écouler, et en tout cas depuis le début des années 2010, autour d'une ambition, bon, on a mis le schéma en anglais, toutes nos excuses, d'une ambition qui se formule en 3,90, qui signifie, donc objectif fixé par l'ONU-SIDA, à la fin des années 2030, enfin à la fin en 2030, pardon, 90% des personnes vivant avec le VIH dans le monde devraient être dépistées, 90% d'entre elles devraient accéder à un traitement antirétroviral, et 90% de ces 90% devraient voir leur charge virale, donc le volume de virus circulant dans leur organisme, contrôlé par les traitements antirétroviraux. C'est donc la condition de contrôle de l'épidémie. Et donc ce schéma est devenu, ces dernières années, le schéma communément admis comme objectif dans tous les contextes d'intervention, à commencer par la France, mais évidemment partout ailleurs. Alors, on a voulu suivre trois fils rouges dans le livre, que j'ai déjà commencé à esquisser un peu, donc je ne m'attarderai pas trop. Le premier, c'est la question de la caractérisation de l'épidémie et du statut même du VIH/SIDA. Vous voyez bien qu'on pourra y revenir, mais on ne parle pas des mêmes choses à chaque fois, chacun le sait ici. Donc l'exceptionnalisme qui avait prévalu versus une forme de normalisation dont nous disons qu'elle est encore aujourd'hui sous tension. Je parlais de stratégie assez traditionnelle de santé publique, et pourtant c'est plus complexe que ça au niveau social. La vision traditionnelle, j'en ai parlé. Le deuxième fil rouge, c'est la question des traitements, qui deviennent donc la pierre angulaire des stratégies, mais ce qui reconfigure un certain nombre d'éléments. On parlait du rapprochement entre soins et prévention, on parlait de l'extension, en tout cas c'est comme ça qu'on le définit, l'extension du domaine pharmaceutique, puisque non seulement il y a la question du caractère préventif des traitements pour les personnes vivant avec le VIH, mais il y a eu aussi un élément que j'ajoute, c'est la prescription de traitements antirétroviraux à des séronégatifs issus de groupes très exposés dans un but préventif. Parce qu'on s'est également rendu compte, c'est une autre des découvertes de la décennie écoulée, qu'administrer des antirétroviraux à des séronégatifs, ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition, un peu sur le modèle du paludisme, permettait d'empêcher leur contamination. Donc on voit bien que les traitements acquièrent son pierre angulaire. Et puis troisième fil rouge, c'est le potentiel de transformation sociale, dans la mesure où, bon, nous sommes des militants, ça a été dit, donc nous nous inscrivons dans des mobilisations dont vous savez très, très bien qu'elles ont tenté, en tout cas elles se sont voulues réformatrices à la fois du champ de la médecine, du champ de la santé, et puis plus globalement porteuses de transformation à l'échelle de la société. Ce que nous voulons interroger à travers le livre, et puis plus globalement que ça, c'est dans ce nouveau contexte, quel potentiel de transformation sociale pour la lutte contre le sida, dans la mesure où ces stratégies biomédicales invitent aussi à repenser les contours de l'action, avec par exemple une focalisation sur des groupes très exposés au risque, ce qui, à la fois en termes géographiques et en termes épidémiologiques, occasionne un retour de la figure des groupes à risque qui avaient été évacués du champ dans les années 80 pour des raisons politiques,
transformés en groupes les plus exposés. Donc il y a une reformulation autour de ces enjeux-là. Ce qu'on constate aussi, c'est que face à ces stratégies, le réel résiste. C'est-à-dire qu'il y a 40% des personnes à l'échelle mondiale qui vivent avec le VIH qui ne sont pas dépistées, qui ne sont pas diagnostiquées. Et en France, c'est 25 000 sur 150 000. Donc on voit que c'est une proportion significative de personnes, y compris dans un pays où le système de santé est globalement très accessible, qui échappent disons, aux conditions d'atteinte de l'objectif. Je le disais un peu, le VIH échappe à sa normalisation, c'est-à-dire les enquêtes répétées annuelles sur la perception sociale montrent toujours la persistance d'un très haut niveau de méconnaissance, donc du VIH, de ses modes de transmission, etc., et aussi de stigmatisation des personnes qui vivent avec. Et ça ne bouge pas, je dirais. L'extension du domaine pharmaceutique, je l'ai cité, le rôle central des soignants qui reconfigure largement la façon dont on lutte contre cette épidémie aujourd'hui, la place des différents acteurs, notamment les alliances société civile, soignants, la place des militants, la place des communautés, donc des alliances qui se reformulent. Un enjeu très important pour nous, c'est la question des nouvelles normes et des nouvelles responsabilités pour les individus qui sont ouvertes par ces stratégies. Parce que dès lors que, comme le disait Emmanuel, on sait techniquement ou d'un point de vue de santé publique, biomédicale, comment casser l'incidence, la chaîne des transmissions, etc., à travers le dépistage, les traitements pour les séronégatifs très exposés ou pour les séropositifs. Donc tout ça vient bousculer le positionnement de chacun dans la sexualité, le positionnement de chacun dans son rapport aux soins et faire peser des responsabilités qui existaient moins avant, puisque aujourd'hui finalement tous les outils sont là pour, donc les individus sont invités à s'inscrire dans des dispositifs biomédicaux et la question est de savoir, et c'est assez normatif, on pourra y revenir. Donc un certain nombre de questionnements et politiques nouveaux, et finalement ce que nous disons, c'est qu'il y a une forme de triomphalisme biomédical qui nous semble devoir être contrebalancée par le maintien d'une analyse en termes d'inégalité sociale, ce qui n'est pas révolutionnaire ou radicalement nouveau finalement, mais qui parfois nous semble être moins en vogue qu'elle l'a été, et ça nous semble problématique. Pour conclure ce premier propos introductif, nous terminons le livre en appelant, alors c'est un peu pompeux, mais ça a un sens assez précis, une espèce de nouveau contrat social finalement. D'abord, l'impératif de garder une potentialité critique des mouvements qui sont à l'œuvre, une distance et une interrogation, une inquiétude, je dirais. Évidemment, il y a l'enjeu de mobilisation de ressources financières nouvelles, notamment à l'échelle internationale, sur laquelle je passe vite, ça ne surprendra personne, même si c'est un enjeu en soi. Et puis, le contrat s'articule autour de, finalement, quelle contrepartie, d'une manière ou d'une autre, les sociétés, et on ne parle évidemment pas que de la France, offrent aux individus et aux groupes, en particulier les plus concernés, face aux nouvelles responsabilités qui pèsent sur eux et sur elles. C'est-à-dire quel environnement social, on est en plein dans la promotion de la santé, quel environnement social, légal, etc., on crée pour que ces personnes qui sont souvent issues de groupes qui sont déjà stigmatisés, marginalisés, voire plus, de fait bénéficient du respect de leurs droits, de leurs libertés fondamentales, etc. etc. Donc il y a un enjeu d'agenda de lutte contre les oppressions. Une question autour du monopole pharmaceutique, on pourra y revenir. Il nous semble qu'il y a une nécessité de débat démocratique qui est un peu en perte de vitesse de notre expérience par rapport à une époque passée, pas si lointaine, alors que précisément tous ces enjeux-là méritent d'être discutés ouvertement. Et finalement, nous concluons sur une approche centrée sur les droits humains, ce qui là encore n'a rien de nouveau, mais qui nous semble devoir être remis au premier plan des réflexions actuelles. Merci François pour ce propos introductif. Moi, en fait, merci. Je voudrais, en fait, pour ma part, tirer un des fils de réflexion du livre dont a parlé François,
autour de l'efficacité préventive des traitements antirétroviraux. Et ce qui m'intéressait là, c'est de m'intéresser plus particulièrement, disons, à la prophylaxie pré-exposition, dont aussi a parlé François, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, en fait, qui est dans l'arsenal des stratégies préventives, une des plus récentes, qui est en fait une stratégie qui consiste à administrer une bithérapie qui s'appelle le Truvada, c'est son nom commercial, à des personnes séronégatives à risque pour leur éviter d'être infectées par le VIH. Et cette technologie-là nous est apparue emblématique des évolutions récentes dans le domaine du sida, au sens où elle met en jeu la sexualité et le plaisir, puisque c'est une approche de prévention, mais aussi la redéfinition des frontières entre le soin et la prévention. Mais enfin, et elle met en lumière des alliances d'un nouveau genre entre soignants, chercheurs, communautés concernées et industrie pharmaceutique. Alors, en tant que telle, la PrEP, la prophylaxie pré-exposition, elle a quelque chose de contre-intuitif. Pourquoi on mettrait sous traitement des personnes qui ne sont pas malades, qui ne sont pas affectées par le VIH, et qui ont par ailleurs d'autres options de prévention à leur disposition? Évidemment, c'est une question qui court sur toute la période et qui n'appelle pas des réponses unanimes. Ça peut aller d'appréciations très technicistes ou mécanistes qui disent que bon, on a besoin de la PrEP parce que comme ça marche, ça va faire réduire les infections. Mais dans les réponses à cette question vont aussi jusqu'à des lectures très disons, complotistes qui voient dans la PrEP une machination de l'industrie pharmaceutique pour vendre ces médicaments. Alors évidemment, le propos aujourd'hui sera, je m'écarte de ces réponses-là pour essayer d'analyser comment la PrEP finalement est devenue un mode d'intervention légitime au cours des années 2000 et 2010, en particulier dans la perspective de la fin du sida, et aussi comment la PrEP est apparue et continue d'apparaître comme l'une des réponses préventives clés face à ce qui est compris comme une crise ou un problème de prévention, en particulier pour un pays comme la France, dans la communauté homosexuelle. Et c'est vraiment une des ambitions du livre d'essayer de mettre en perspective et de problématiser ces évolutions, et je choisis la PrEP qui me paraît emblématique et intéressante à ce niveau-là. Alors pour commencer cette histoire un peu par la fin, dans le livre en fait on a choisi de mettre en exergue au début d'un chapitre une scène récente dont vous voyez une image et qui nous apparaissait assez significative. C'est la présence du laboratoire Gilead qui produit le Truvada, qui est utilisé pour la PrEP. Donc la présence de ce laboratoire à la marche des fiertés LGBT de Paris au mois de juin 2017. Présence qui a suscité tout un tas de protestations, en particulier par les groupes activistes. On voit ici les gens d'Act Up Paris. Qui en fait nous a paru intéressante d'analyser parce que en soi la marche des fiertés LGBT c'est pas nouveau qu'il y a une présence publicitaire et des présences parfois même politiques qui sont contestées par les participants, donc c'est aussi un contexte où il se passe des choses et des contestations, mais le fait qu'un laboratoire pharmaceutique aussi emblématique que Gilead soit présent à cette marche, ça nous paraissait rendre explicite finalement l'investissement du domaine de la sexualité et en particulier de la sexualité gay et de la prévention par l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais le char du laboratoire donnait tous les gages en fait, de la participation à une marche des fiertés. Il y avait de la musique et des danseurs sur le char. Donc c'était vraiment, il s'était fondu dans le décor et ça nous paraissait assez significatif et intéressant. Alors bon, pour expliquer cette présence qui a été contestée, moi je trouvais ça intéressant d'essayer de revenir un petit peu rapidement sur l'histoire de la prévention et des interventions de prévention. Donc je vais faire un panorama assez rapide. Alors, parce que si on s'intéresse à la PrEP, pour moi on doit l'inscrire dans une histoire longue qui prend ses racines dans le début de l'épidémie en France. Je vais dire des choses que vous savez sans doute, mais au début des années 80, l'irruption du sida a une résonance toute particulière dans la communauté homosexuelle, parce qu'en effet, les premières collectes de données épidémiologiques vont démontrer assez rapidement que les hommes gays sont, avec les usagers de drogue et les personnes migrantes, parmi les groupes les plus touchés par le VIH. Et on va très vite d'ailleurs parler, pour la France en tout cas, d'une épidémie concentrée, c'est-à-dire présente de manière disproportionnée dans ces groupes de la population. Et pour les premiers militants associatifs, pour les premiers médecins impliqués dans la lutte contre le sida, il y a tout de suite la perception que ce caractère concentré de l'épidémie peut amener une stigmatisation, des discriminations, redoubler des discriminations dans la société. Et il y a assez vite, dans les années 80, l'ambition de généraliser la cause, c'est-à-dire de faire de la lutte contre le sida une préoccupation collective de la société et pas simplement centrer l'attention sur ces groupes précis.
Dans ce cadre-là, les messages de prévention, j'en ai donné 2 exemples des années 80, un message de l'État sur la gauche, puis un message associatif sur la droite. Et les messages de prévention vont être un terrain intéressant et même décisif de cette entreprise de généralisation de la cause. La promotion du préservatif, en particulier, a évidemment l'avantage de cibler sur un outil et pas de cibler des identités ou des pratiques en particulier. Alors, il y a ce mouvement de généralisation, mais il y a aussi une inquiétude, notamment dans le milieu associatif SIDA, de la part de certains homosexuels, de se dire mais est-ce que cette généralisation, ce gommage des enjeux spécifiques va pas passer sous silence des spécificités sociales et culturelles de la vie gay. Et donc il y a tout un tas de débats qui s'engagent à l'époque, à la fin des années 80, sur la manière dont il faut structurer les réponses publiques et associatives dans la prévention du VIH. Ce qui va s'instaurer en fait, à partir de cette époque, c'est que les pouvoirs publics vont durablement s'inscrire sur la promotion de messages en population générale, laissant et finançant d'ailleurs les associations de terrain pour mener des actions ciblées auprès des populations les plus vulnérables, auprès de cette épidémie concentrée. L'objectif, qui est compris par tous à l'époque, c'est vraiment d'éviter l'instrumentalisation de l'idée des groupes à risque, qui est une notion qui est rejetée assez unanimement dans les années 80 et 90, et d'éviter de stigmatiser certaines communautés. Et au fond, il s'agit en fait de prendre soin des populations sans stigmatiser, et afin de maintenir la cohésion sociale, de ne pas briser le corps social du fait du sida, finalement. C'est en fait la manière dont l'État va, à partir de cette époque-là, répondre à ces enjeux. Alors, dès son établissement, ce consensus général des années 80 va être, malgré tout, va démontrer son instabilité, à la fois parce qu'il est contesté notamment par les activistes d'Act Up Paris, là c'est l'image que je montrais de leur slogan. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film 120 battements par minute, mais la scène d'ouverture du film, on voit en fait une action qu'a menée Act Up Paris pour dénoncer le fait que les pouvoirs publics n'évoquaient pas assez explicitement les homosexuels dans la prévention. Donc il y a vraiment cette contestation finalement, cette contestation par le milieu associatif de cette orientation-là, de ce consensus. Et le consensus, il est aussi fragilisé par le constat fait par le milieu associatif, mais aussi dans les études, que les pratiques à risque de transmission n'ont évidemment pas disparu, et que même dans des populations très informées, il y a toujours des pratiques sans préservatif ou des pratiques à risque. Alors, tout ça va se dérouler jusqu'aux années 90 avec une inquiétude, une préoccupation qui émerge avec, sous différentes formes. On va parler d'enjeux autour du relâchement préventif, donc c'est des pratiques à risque plus ponctuelles ou accidentelles, mais on va aussi parler de barebacking, c'est-à-dire des pratiques à risque assumées, revendiquées, et qui vont susciter tout un tas de discussions et de controverses, à la fois dans le milieu associatif, mais au-delà. Alors, ces caractérisations du risque autour de relâchement ou de pratiques assumées, elles soulignent en fait plusieurs préoccupations. La première centrale, c'est celle de la cohésion communautaire, en particulier pour la communauté homosexuelle. C'est en fait que la crainte d'un relâchement préventif exprime aussi un souci ou une attention pour les marges de la communauté homosexuelle, les plus jeunes, les personnes bisexuelles, les personnes qui sont en fait moins atteintes par les normes de prévention qui ont été élaborées dans les années 80. Et puis il y a toute la préoccupation ou la question de l'effet de l'homophobie intériorisée ou de l'homophobie tout court sur les pratiques à risque. Puis à la fin des années 90, avec les débats autour du barebacking, ces prises de risque revendiquées, c'est une autre préoccupation qui émerge autour de l'idée de est-ce que les normes de prévention sont toujours partagées, est-ce qu'on n'a pas affaire à une montée de l'individualisme ou une indifférence plus importante vis-à-vis de la prévention du VIH, ce qui met l'accent en fait et la lumière sur des enjeux de responsabilité à la fois individuelle et collective face à la prévention. Donc dans ces deux cas, en fait, ce que j'essaye de montrer ici, c'est que dans les deux cas, la prévention, les débats sur la prévention mettent en jeu l'affiliation communautaire, la solidarité communautaire et les normes en fait à l'intérieur d'un groupe particulier. Le deuxième ordre de préoccupation dans les années 90, c'est, et puis François en a un peu parlé, c'est ce qui se passe suite à l'introduction des trithérapies. Parce que l'arrivée des médicaments bouleverse les repères, parce qu'il y a un mouvement de normalisation, de chronicisation de la maladie qui s'engage,
le sida peut-être fait moins peur, en tout cas c'est la perception qu'en ont un certain nombre d'acteurs. Et puis parce qu'il y a tout un tas de questions qui émergent. Comment on va s'adresser, comment on va faire de la prévention auprès des personnes vivant avec le VIH qui se réengagent dans la sexualité à ce moment-là, parce qu'elles retrouvent une vie presque normale, en tout cas elles ressortent de chez elles, disons. Et puis les effets d'optimisme thérapeutique qui sont une question très, très discutée à la fin des années 90. Est-ce que en fait, la présence, l'existence des traitements ne va pas amener des prises de risques supplémentaires parce que les gens se disent que ça se soigne, que ça se gère. Alors, ces questions vont être particulièrement aiguës parce que, d'autant plus que le contrôle médicamenteux du virus par les traitements va réorienter une partie des énergies vers le dépistage et la prévention. Il y avait toute une attention forte et puis légitime sur l'accès au traitement jusqu'à 1996 en France en particulier. Et ensuite, la question de la prévention va réémerger de manière forte. La surreprésentation dans ce cadre-là des groupes minoritaires dans les statistiques du sida va céder la place à des questions autour de la baisse du recours aux préservatifs, puis finalement au cours des années 2000, des questions qui vont porter sur la surreprésentation, là encore, des homosexuels en particulier dans les statistiques des nouveaux diagnostics du VIH. Donc ça c'est la diapo qu'on voit ici, c'est en fait, entre 2003 et 2016, on a des données assez précises, on voit que les HSH, hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, en bleu, restent, en tout cas sur la durée, un groupe très important dans lequel ont lieu des nouvelles infections. Et ça va être évidemment pas anodin dans la manière dont se posent les débats et les préoccupations autour de la prévention. Et finalement, à partir des années 2000, l'enjeu, il n'est plus seulement celui d'être ou pas un groupe à risque, avec cette expression tout à fait discutée et contestée, mais plutôt, en fait, l'enjeu sera plutôt celui d'essayer de contrôler les nouvelles infections. Alors, j'ai fait un long détour par cette histoire de la prévention pour revenir à la question de la PrEP et pour essayer de comprendre comment, en fait, la prophylaxie pré-exposition a pu devenir une option de prévention à la fois légitime et à la fois socialement acceptable. Je l'ai dit, au cours des années 2000, il y a eu au cours des années 90 des controverses qui ont porté autour des enjeux d'affiliation communautaire, et au cours des années 2000, ces controverses vont baisser un peu en intensité au profit de débats d'apparence plus technico-scientifiques autour de la notion de réduction des risques sexuels. L'idée, c'est que les constats des années précédentes sur les enjeux de relâchement ou de prise de risque revendiqués ont amené les chercheurs et le monde associatif à déplacer un peu leur champ d'intérêt sur la prévention autour de deux grands constats. D'une part, le fait que les pratiques à risque pourraient être une dimension irréductible de la sexualité. Et dans ce cas, si l'usage du préservatif est problématique pour une partie de la population, en particulier de la communauté gay, il faudrait développer des stratégies alternatives. Et puis d'autre part, émerge aussi à cette époque-là la nécessité d'orienter les programmes de prévention vers des approches à la fois efficaces, mais aussi évaluables. Et là, on parle d'évolution aussi plus générale de la santé publique sur cette notion d'intervention basée sur les preuves. Alors, la première moitié des années 2000 est marquée par des travaux importants autour des stratégies de réduction des risques, des stratégies plutôt comportementales. On va parler de retrait avant éjaculation, une stratégie pour le coup assez ancienne. On va parler de choix préventifs en fonction du statut sérologique, sérochoix, séropositionnement en fonction des pratiques aussi. Mais les résultats de ces stratégies comportementales restent soumis à discussion, notamment en termes d'efficacité. Et on parle souvent d'études observationnelles, dont on se pose toujours la question de est-ce qu'elles peuvent être, déjà, est-ce qu'elles sont concluantes et est-ce qu'elles sont transférables à d'autres contextes. La reconnaissance de l'efficacité préventive des antirétroviraux, qui va cheminer tout au long des années 2000 jusqu'à leur affirmation puis leur mise en débat public en 2008, va vraiment changer la donne. À la fois parce que le traitement comme prévention, en fait, c'est de ça qu'on parle, permet en tout cas d'envisager de dissocier l'acte sexuel de l'acte préventif, alors qu'avec des approches de réduction des risques comportementales, la gestion du risque, la négociation du risque se jouait toujours au niveau de l'interaction sexuelle. Avec le traitement, évidemment, on peut imaginer de dissocier ces deux enjeux, ces deux dimensions. Ensuite, parce que le traitement comme prévention évidemment est plus facilement mesurable dans le cadre d'études randomisées.
Et puis enfin, parce que le traitement comme prévention va ouvrir de nouvelles pistes de recherche. François en a parlé tout à l'heure. En fait, il y a vraiment une succession entre... On prend en compte l'effet préventif des antirétroviraux du côté des personnes vivant avec le VIH, puis on va s'orienter à travers la PrEP sur cet intérêt pour les personnes séronégatives à risque. Et là, pour le coup, pour la PrEP, le raisonnement il est le suivant. Si les traitements peuvent bloquer la transmission, on peut imaginer que administrer à des personnes séronégatives, ils vont pouvoir empêcher l'acquisition du virus. Et François parlait tout à l'heure de la prévention de la transmission mère-enfant, mais on avait aussi l'exemple du traitement d'urgence, traitement post-exposition, qui permettait d'éviter, après une exposition au risque, d'éviter l'infection. Alors, ce que je voulais vous montrer à travers cette fresque un peu historique rapide, c'est que l'émergence de la PrEP en soi n'a rien d'une évidence et qu'elle procède en fait d'un certain nombre de déplacements à la fois sociaux et politiques qui vont travailler en profondeur les sphères scientifiques, médicales et militantes de la lutte contre le sida. Et évidemment, la mise sur le marché des trithérapies est un élément majeur de cette histoire, mais l'émergence de la PrEP s'ancre également dans les relations complexes entre homosexualité, sida et société. Alors pour revenir rapidement à l'expérimentation de la PrEP, là on parle des années entre 2007 et 2015 en fait. En réalité, mais même je vais vous montrer, ça commence avant. Les premières études en fait sur la PrEP émergent au début des années 2000 dans des contextes comme la Thaïlande ou le Cameroun, et c'est des études auprès de travailleurs et travailleuses du sexe qui vont connaître des fortes protestations locales et internationales, en particulier sur des dimensions éthiques, parce que les personnes infectées dans le cadre des études n'ont aucune garantie d'accéder aux soins dans ces pays-là. Donc ça va évidemment être soulevé, et puis à juste titre par les activistes à l'époque. Mais voilà, donc cette première période d'expérimentation 2003-2004, puis une grande enquête menée depuis les États-Unis dans différents pays du monde qui s'appelle IPREX, à partir de 2007, auprès, pour le coup, là, ce sera des homosexuels et des personnes trans, et va démontrer, en fait, en 2010-2011, on aura des premières données qui démontrent une efficacité relative de la PrEP. On parle d'une réduction du risque de 44%, ce qui entre les deux bras de l'étude. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la PrEP protège, peut-être pas autant qu'on l'imaginait, mais ça ouvre une première idée, ça donne une première idée d'un effet protecteur de cette approche médicamenteuse pour des personnes séronégatives. Ce que montrent aussi les données de cette première enquête, c'est que l'observance du traitement est évidemment sans surprise un déterminant clé de l'efficacité. Et ça va être un des facteurs explicatifs importants de cet effet protecteur moindre qu'espéré. Et puis au moment où, puis c'est la diapo qui est à l'écran, au moment où paraissent les résultats d'IPREX, il y a une équipe franco-canadienne qui planche sur une nouvelle approche, une nouvelle stratégie, qui sera la PrEP. Alors l'essai IPREX, c'est une PrEP quotidienne, c'est-à-dire chaque jour on prend le traitement. L'étude franco-canadienne Hypergay, donc vous voyez un des visuels pour Montréal. L'idée, c'est une PrEP à la demande, c'est-à-dire adaptée aux pratiques sexuelles, aux prises de risques. Donc on prend le traitement avant et après, et pendant en fait, la période où on a une activité sexuelle. Et l'idée en fait, de cette équipe franco-canadienne, c'est d'essayer de montrer que la PrEP à la demande pourrait avoir une efficacité aussi forte, ou en tout cas même supérieure à la PrEP quotidienne, et surtout qu'elle pourrait être plus coût-efficace que la PrEP quotidienne. Alors, je vais aller rapidement là-dessus. Fin 2015, l'étude Hypergay et une autre étude anglaise qui s'appelle PROUD, qui est menée aussi dans la communauté gay. Les deux études sont interrompues parce qu'elles sont très efficaces, elles démontrent une efficacité importante, une réduction du risque de près de 86% entre les deux, notamment dans Hypergay, les deux bras de l'étude. Et l'idée, c'est que l'étude s'est interrompue pour rendre la PrEP accessible à tous les participants. Alors voilà, et quelques mois plus tard, en fait, au début de l'année 2016, la France et le Canada, faisant suite aux États-Unis d'ailleurs quelques années plus tôt, vont homologuer le Truvada en prévention. Donc la PrEP va devenir officiellement une stratégie de prévention validée et reconnue en termes de santé publique. Alors, pour terminer cette incursion, disons, du côté de la PrEP, la diapo suivante, merci. Je voulais regarder un petit peu ce que le développement de la PrEP met en lumière dans le contexte actuel et dans les stratégies, dans la perspective de la fin du sida. Alors, peut-être première dimension qui me paraissait intéressante et que révèle la PrEP, c'est le constat d'impuissance
partagée par un certain nombre d'acteurs, à faire baisser le nombre d'infections, en particulier dans la communauté homosexuelle, et depuis la fin des années 90 environ. Et dans ce cadre, la PrEP est conçue comme une option supplémentaire, toujours présentée comme telle d'ailleurs dans les discours de prévention, les messages, complémentaires avec le préservatif et le dépistage régulier, et qui permet d'offrir des outils, un outil de plus à des personnes qui seraient en difficulté avec la prévention. Alors ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans les années 90, il y avait vraiment l'idée d'un rapport au risque qui était non maîtrisé, qui était défaillant ou transgressif, alors qu'avec la PrEP, on agit presque à front renversé, c'est-à-dire que les personnes qui sont visées par cette stratégie-là sont des preneurs de risques, mais l'idée c'est que c'est des preneurs de risques conscients de leur rapport au risque et qui sont responsables de leur santé, qui ont envie d'agir sur leur santé en prenant la PrEP. Et en particulier dans la stratégie intermittente qui a été testée en France et au Canada, la PrEP fait appel à une capacité d'autocontrôle de soi par rapport à la santé sexuelle. Alors, il y a un enjeu de maîtrise, de contrôle de soi dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut anticiper ou prévoir ses pratiques sexuelles et la prise du médicament. Mais aussi, il faut être conscient de ses prises de risque, vouloir agir en conséquence. Et puis enfin, il y a une forme de contrôle médical, un enjeu d'observance ou d'adhérence. C'est l'idée de prendre le médicament adéquatement. Alors évidemment, ça c'est assez théorique, mais les logiques sociales du risque et de la vulnérabilité ne cadrent pas nécessairement avec ces définitions qui sont, au fond, qui tirent aussi la prévention vers une approche assez néolibérale de la personne responsable de sa propre prévention, de sa propre santé. Notamment parce que tout ça pose des questions de est-ce que les personnes qui sont en difficulté avec la prévention sont les meilleures cibles pour la PrEP? Est-ce que ces personnes qui ont déjà du mal dans leur rapport au risque ou à la sexualité vont être les plus adhérentes à la PrEP? Et ça soulève évidemment tout un tas d'enjeux en termes de ciblage et d'accompagnement social ou préventif. Et puis l'idée de comment on va faire pour gérer cette stratégie sur le long cours et toucher les bonnes personnes dans ce cadre-là. Deuxième observation par rapport au contexte de fin du sida, c'est que ça concerne en fait la manière d'envisager l'épidémie. L'expérimentation de la PrEP, elle est rendue possible par un nouveau consensus sur le caractère concentré de l'épidémie. Je disais tout à l'heure qu'on l'a constaté très vite, mais qu'il y a eu cette idée qu'on ne voulait pas stigmatiser des groupes à risque. Avec la PrEP, c'est comme si, en fait, d'une autre manière, les groupes à risque réapparaissaient. François en a un peu parlé tout à l'heure, sous l'appellation de population clé ou de population vulnérable. C'est qu'on va reconnaître qu'en fait, l'épidémie se situe de manière disproportionnée dans certains groupes de la population. Je dis ça parce que la PrEP va vraiment être pensée comme une stratégie ciblée vers ces populations spécifiques et pas du tout une approche généralisable, ou en tout cas envisagée en population générale. Et puis enfin, troisième dimension que soulève la PrEP, j'en ai un tout petit peu parlé au départ, c'est cette idée de constitution de nouvelles alliances entre des activistes, des chercheurs, des médecins et des acteurs de santé publique autour des enjeux de prévention. Et les recherches sur la PrEP, les essais dont j'ai parlé, ont vraiment joué un rôle important dans l'élaboration d'un consensus sur l'idée que la PrEP pouvait être une approche utile et importante pour arriver à la fin du sida. Notamment, moi je prendrai l'exemple du comité scientifique d'Hypergay, auquel j'ai participé à titre de chercheur plus sur le volet sociologique de l'étude. Et j'ai pu constater que le comité scientifique d'Hypergay, qui faisait cohabiter ces différents acteurs en fait, très régulièrement, a été un espace important de rapprochement finalement des perspectives et des points de vue, notamment parce qu'il y avait des personnes à l'intérieur de ces instances qui portent plusieurs chapeaux. Le président de AID à l'époque, Bruno Spire, était également chercheur à l'INSERM et membre de l'étude. Et c'est des personnes comme lui, parmi d'autres, des personnes multisituées qui ont joué un rôle pivot aussi dans l'établissement de ces nouvelles stratégies. Et puis de l'autre côté, du côté plus biomédical, l'investigateur principal de l'étude Hypergay, Jean-Michel Molina, c'est quelqu'un qui venait plutôt des études cliniques, c'est un médecin chef de service hospitalier, et qui s'est rapproché finalement des enjeux de prévention de manière assez spectaculaire finalement en quelques années. Et c'est intéressant de regarder aussi cette trajectoire qui se constitue autour de la PrEP et finalement de la sexualité et de la prévention.
J'ai terminé là-dessus. Ce qui me semblait intéressant de faire vraiment de tirer ce fil sur la PrEP dont on parle à plusieurs reprises dans le livre, c'est qu'à la fois elle est révélatrice de plusieurs choses, notamment la centralité des antirétroviraux dans la prévention, dans la perspective de la fin du sida. Il y a aussi quelque chose d'intéressant et d'important dans ce que la PrEP redéfinit les subjectivités du risque et de la prévention. Et puis, enfin, la PrEP qui devient un objet d'intervention de politique de santé publique qui me paraît intéressante, où je parlais tout à l'heure du brouillage entre soins et prévention. Et il me semble que la PrEP est vraiment emblématique de ces nouveaux agencements, finalement, entre soins et prévention dans le cadre de la fin de l'épidémie. Merci. Alors je reprends la parole pour tirer un autre fil. Je le ferai moins longuement parce que j'ai déjà beaucoup parlé. D'abord pour dire que, au fond, les objets à regarder, d'une manière ou d'une autre, sont toujours aussi nombreux, complexes, et comme le disait Emmanuel, il y a eu une forme de délaissement de l'objet social, médical, politique, SIDA, ces 15 dernières années, au sein des sciences humaines et sociales, d'une manière ou d'une autre, en tout cas en France. Et je le dis parce que c'est un constat qu'on fait avec Gabriel en s'interrogeant. Alors, on a des clés, des éléments de réponse, en tout cas des hypothèses, mais ça nous questionne beaucoup. Je crois qu'on a essayé de montrer que les objets sont multiples et, au fond, les boîtes à ouvrir nombreuses. Le fil que je voudrais tirer, puisqu'on est invité en partie par une équipe, un labo qui travaille sur les questions de politique de santé et qui s'intéresse aux relations de pouvoir, c'est celui justement des relations de pouvoir. Alors évidemment, je ne le ferai pas de façon extensive et aussi structurée que Gabriel, parce que lui a beaucoup mieux préparé son topo. Néanmoins, il y a un enjeu transversal à la période, c'est-à-dire à la période qui couvre l'émergence de cette maladie jusqu'à aujourd'hui. C'est une forme de redistribution du pouvoir entre les acteurs, en tout cas des formes de circulation un peu différentes. C'est un lieu commun de le dire, mais précisément je partirais de ce lieu commun. Je partirais de ce lieu commun documenté par les sciences humaines et sociales, en tout cas jusqu'au début des années 2000, on en a déjà un peu parlé, de reformulation du cadre de la relation de soins d'abord, probablement, et puis dans l'élaboration des politiques publiques de santé. Donc ça s'ancre dans une affirmation très radicale au début des années 80, notamment aux États-Unis, mais qui constitue encore aujourd'hui le cadre intellectuel et politique de mobilisation des militants, qui est l'affirmation par un groupe de malades, dans une déclaration qui s'appelle la déclaration de Denver, de principe de participation. Alors c'est un rien pour nous sans nous, qui n'est pas né dans la lutte contre le sida. Emmanuel travaille sur le handicap, elle sait que voilà, ça ne vient pas de là, mais qui irrigue de façon très puissante les 35 dernières années et qui est le socle politique commun des militants jusqu'à aujourd'hui. Appliqué à un contexte, disons dans un contexte d'impuissance thérapeutique des 15 premières années, c'est un lieu commun de dire que les relations de soins médecin-malade ont été bousculées très fortement et très structurellement. Et c'est probablement exact, c'est-à-dire le propos n'est pas de dire que ce n'est pas le cas. Le propos est de resituer ce lieu commun dans l'actualité. Parce que c'est encore des choses qu'on entend dans des tas d'enceintes, mais au passé. Au passé comme ayant une actualité toujours présente, ce dont nous ne sommes pas tout à fait convaincus. À la fois avec la fin de l'impuissance thérapeutique du milieu des années 90 dont on n'a pas parlé, qui a considérablement rebattu les cartes. Évidemment, il y a eu toute une période jusqu'au milieu des années 2000, donc une décennie encore, où l'efficacité thérapeutique butait encore sur le virus. Je parle pays du Nord. C'est-à-dire qu'il y a eu encore une dizaine d'années après 96 où le virus continuait à échapper aux thérapeutiques disponibles. Et puis donc ce qu'on appelait échappement thérapeutique.
Et puis cette période globalement pris fin. Bon, qu'est-ce que ça produit en termes de modification de relations de soins? Des tas de choses. Et probablement une reformulation de ce qui avait été cette révolution et ce bouleversement de la période précédente. Si on combine à ça les stratégies dont on vient de parler, d'une approche populationnelle très classique de maladies infectieuses, qui par ailleurs s'étend à des séronégatifs, on voit bien que l'objet soin, relation de soins, en tout cas relation traitement médecin-malade ou médecin-patient, au sens y compris séronégatif, est de nouveau reformulé très puissamment par ce nouveau cadre d'intervention. C'est-à-dire d'un côté des séronégatifs, je parle évidemment en population, hein, il y a des poches de résistance au sens d'efficacité moindre du traitement, d'effets indésirables ou de personnes qui arrivent tardivement aux soins, qui sont dans une situation thérapeutique compliquée, mais disons, la grosse masse qui voit leur médecin une fois par an, 2 fois par an peut-être maximum. Et puis des séronégatifs, de groupes très exposés, qu'on invite à s'inscrire dans une relation de soins beaucoup plus proche et fréquente, c'est-à-dire tous les 2 mois, en l'occurrence pour la PrEP, tous les 2 mois. Donc ça crée un dispositif médical et relationnel probablement inédit de fait, et qu'il s'agirait, en tout cas pour le VIH, et qu'il s'agirait d'aller regarder d'assez près, me semble-t-il, qui est un objet intéressant. Et puis, autre dimension, c'est la dissémination de cette révolution dans d'autres champs de la médecine. Donc le VIH comme point d'appui de la reformulation de la relation de soins de façon transversale. Alors effectivement, c'est intéressant de constater, j'ai eu l'occasion dans mon parcours de faire des pas de côté qui m'ont conduit hors du VIH, et j'en suis très content, donc dans des allers-retours, dans d'autres maladies chroniques, ou d'ailleurs aiguës. C'est intéressant, parce que ce qui s'y construit depuis 15 ans ou 20 ans, finalement, va plus loin, entre guillemets, dans l'interrogation de cette relation de soins, que ce qui se passe dans le VIH depuis 15 ans. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc il y a une ambivalence, finalement, d'un apport historique de ces luttes et de ces mobilisations, qui peut-être s'est affaibli dans son champ d'origine, pour par ailleurs essaimer ailleurs d'une façon assez puissante et peut-être plus durable. Je déplace cette question-là sur le champ des politiques publiques, c'est le deuxième tiroir que j'ouvre, et après je m'arrêterai là, sur le passage du niveau individuel au niveau collectif, avec la structuration à la fin des années 90, début des années 2000, de démobilisation, États généraux de la santé, Bernard Kouchner ministre, loi de 2002, démocratie sanitaire. Je pense qu'ici c'est bien connu. Donc pierre angulaire de transformation assez profonde du système de santé dans les 15 dernières années. Bon, là c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui s'ancre en bonne partie dans la lutte contre le sida, pas exclusivement, et d'ailleurs dans une alliance aussi chercheurs militants. Je pense que Pierre Lascoum est une figure assez emblématique de ces mobilisations transversales. Et finalement, à partir de la proclamation de ces droits individuels et de ces droits collectifs, c'est structuré tout un champ de la représentation des usagers du système de santé, avec d'ailleurs une dénomination, tout un appareil de définition, de dénomination, et qui irrigue l'intégralité du système de santé, d'un établissement jusqu'à l'EHSP, qui a des représentants des usagers dans ses conseils, ou jusqu'aux agences sanitaires, etc. Et là encore, il y aurait probablement à aller voir ce qui se joue, alors évidemment dans la démocratie sanitaire dans son ensemble, parce qu'il y a des points de résistance. Le premier étant que sur à peu près 15 000 sièges de représentants en France, seuls 10 000 sont pourvus. Donc, premier élément quand même intéressant, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour représenter les usagers. Est-ce que c'est le signe
d'un dispositif qui s'est voulu trop ambitieux, qui colle pas avec la capacité, je sais pas, hein, il y a des hypothèses intéressantes à aller creuser, hein, mais et puis par ailleurs aller voir dans un de ces milieux d'origine qui est la lutte contre le sida, comment les choses se passent aujourd'hui, et probablement plus, pour reprendre le propos de Gabriel, dans une alliance où est moins présent le dissensus que dans des arènes de, disons, confrontation féconde. Évidemment, l'idée n'est pas qu'on soit dans la confrontation non féconde, mais disons, il y a une reformulation probablement des termes du débat, pour le coup, peut-être lié au consensus autour duquel, enfin, qui se construit autour de cette idée de fin du sida entre les différents acteurs. Voilà, je m'arrête là à ce stade, en tout cas pour dire que s'il y a bien un motif d'étonnement de notre part, c'est que finalement les objets sont extrêmement nombreux à aller regarder, et c'est pas seulement à aller regarder, c'est que je pense qu'on a tous besoin qu'ils soient regardés, en fait, pour y réfléchir et puis se donner des outils, des clés de compréhension et d'action pour la suite. Voilà, merci.